projecteur ce soir sur le sport féminin avec une ancienne sportive de haut niveau devenue haut fonctionnaire et enseignante. Bonsoir Camille Andrieux. Bonsoir Clémentine. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de Marseille. Vous publiez aux éditions de l'Aube un ouvrage intitulé « Le sport, une histoire de femme ». Alors vous souhaitez rendre au sport féminin la reconnaissance qu'il mérite. On va y revenir, mais d'abord, je voudrais qu'on parle de vous. Vous êtes une ancienne basketteuse de haut niveau. D'abord, comment est-ce que cette expérience du basketball vous a façonné à la fois en tant que sportive, mais aussi et surtout en tant que personne ? Bien sûr, le sport m'a beaucoup apporté. Donc j'étais dans les cursus jeunes de sport de haut niveau. J'étais ensuite partenaire jeune en entraînement professionnel à Aix-en-Provence, sélectionnée dans le groupe France des moins de 18 ans. Tout ça pour dire que le sport a été une partie quantitative très forte dans ma vie, avec 1 à 2 entraînements par jour et des compétitions le week-end. Le sport, pour moi, ça a surtout été un vecteur de valeurs, d'exigence, de valeurs de travail, de valeurs du collectif. Le sport, c'est l'un des endroits où l'on apprend la victoire, la défaite, le fait qu'il y a un arbitre. Donc en fait, pour moi, le sport, c'est un apprentissage de la démocratie et de la vie en tant que citoyen. C'est ce que j'ai essayé de faire ensuite en passant les concours administratifs et maintenant je suis en poste dans le secteur privé. Dans le secteur privé, alors vous revenez aussi dans ce livre sur l'apprentissage sportif. Vous dites que ça a été une expérience pas forcément facile. Vous racontez bien qu'enfant, vous deviez concilier les entraînements au quotidien avec votre parcours scolaire classique. Ça a été ça pour vous, votre première expérience de dépassement de soi ? Alors, si ce n'est une première, en tout cas une vraie expérience à nouveau d'exigence, d'humilité et de travail. Ce qui est intéressant, c'est en fait de confronter le modèle français, le modèle éducatif et sportif français, au modèle américain. En France, les deux modèles sont séparés. Donc c'est très compliqué de concilier les deux. Et c'est pour ça que moi aussi, à un moment, j'ai décidé de faire un choix. Aujourd'hui, je ne suis plus sportive de haut niveau. J'ai décidé de faire d'autres choses. Alors que dans le modèle américain, la grande valeur ajoutée, c'est que vous pouvez faire les deux. Et d'ailleurs, vous êtes considéré et valorisé pour faire les deux. Quand vous êtes dans le système universitaire américain, quand vous êtes sportif, vous êtes extrêmement valorisé, ce qui est beaucoup moins le cas en France. Et effectivement, vous pointez aussi la pédagogie noire utilisée par les éducateurs sportifs, donc une pédagogie assez dure, assez répressive. Vous auriez pu, enfant, baisser les bras, être découragé. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes malgré tout accroché à cette pratique sportive ? Il y a une dimension de passion, parce que dans le sport, là je parle, le bouquin porte sur le sport féminin, mais c'est une dimension de passion. Et puis de manière plus prosaïque, ma mère a eu un impact très important sur moi et sur ma pratique sportive, parce qu'il se trouve que ma maman était sportive professionnelle elle-même en basket. Et donc je crois qu'en termes de persévérance et en termes de retour d'expérience, elle m'a aussi beaucoup apporté sur le fait de ne pas lâcher. Et par ailleurs, le sport est une belle école pour forger son caractère. Oui, on sent en vous lisant que ça a été un de vos premiers modèles sportifs féminins. Vous dites que votre mère est une source d'inspiration constante pour vous. Vous dites aussi que les obstacles qu'elle a pu rencontrer dans son parcours sportif résonnent aujourd'hui beaucoup avec les défis auxquels font face encore de nos jours les sportifs de haut niveau. Ces défis, quels sont-ils ? Je vois 3 défis principaux et c'est pour ça, moi, j'ai à cœur de publier cet ouvrage en amont des Jeux de Paris 2024, parce que je pense que c'est important de remettre à l'agenda public, à l'ordre du jour, ce sujet du sport féminin. Bien sûr que l'égalité femmes-hommes a énormément progressé, fort heureusement, depuis un siècle, parce que je prends l'exemple de portraits de femmes, notamment du début du XXe siècle, mais il reste des terrains à conquérir et le sport en fait très largement partie. Moi, je vois 3 leviers principaux qui sont encore des facteurs de blocage. La médiatisation, le financement et la gouvernance. Un exemple, la médiatisation, et merci de m'inviter sur votre plateau aujourd'hui d'ailleurs pour en parler. Le sport féminin, aujourd'hui, c'est 4,5% des programmes sportifs à la télévision. 4,5%. Donc on est extrêmement loin des objectifs de parité. Et pour cela, moi, j'évoque des leviers qui permettraient de faire mieux. Il y a une instance en France qui s'appelle l'Arcom, qui réglemente, qui régule les médias. Et cette instance pourrait tout à fait décider d'instaurer une sorte de quota où on dirait que dans 3 à 5 ans, on passerait à un quota de 20% du sport féminin à la télévision. Et si on enclenche ce levier-là de la médiatisation, ça aurait beaucoup d'importance.
Et ça, c'est ce qui concerne le levier politique. Il y a aussi une dimension historique intéressante dans votre livre, puisque, vous le disiez, vous rendez hommage à différentes figures féminines sportives, notamment des pionnières un petit peu oubliées, ou en tout cas assez peu connues. On peut citer Alice Milia, Suzanne Langlaine. Vous parlez aussi de compétitrices plus modernes. Pourquoi est-ce que, par exemple, vous avez choisi de rendre hommage à Alice Milia, spécialiste de l'aviron? J'ai décidé de rendre hommage à plusieurs femmes. Vous en avez mentionné deux, il y en a bien d'autres et tant d'autres. Pour rendre hommage à leur courage, à leur engagement, et parce que c'est grâce à elles qu'aujourd'hui on peut littéralement pratiquer des disciplines sportives en tant que femme. Pourquoi Alice Mia? Parce que, et ça c'est, moi je tiens beaucoup à cette proposition-là, Alice Mia quelque part c'est l'équivalent de Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, on en entend évidemment beaucoup parler, il a fait énormément pour le système éducatif et sportif en France, pour la consécration de l'olympisme de manière plus générale. Alice Mia c'est la même chose. Alice Mia, elle s'est battue pour, d'une part, l'intégration des femmes dans le sport et pour d'autre part, l'intégration des femmes dans l'olympisme. Pierre de Coubertin, c'est une dimension qui n'est pas encore très connue de lui. Était ouvertement misogyne. Il avait des adjectifs, des qualificatifs très durs sur le sport féminin, de non usuel, non approprié, non esthétique. Bien sûr, c'est une autre époque, et à chaque époque, sa culture. Mais quand même, Alice Mia, elle a dû se battre contre ça, elle a dû se battre contre les préjugés. C'est la première femme qui crée la première fédération française de sport féminin, la première fédération internationale de sport féminin. C'est elle aussi qui organise les premiers Jeux féminins olympiques en 1922 à Paris. Elle a fait énormément. Et je pense qu'une consécration et que l'héritage des Jeux de Paris 2024 doit nécessairement passer par une revalorisation de son image. D'où le fait que j'ai voulu lui rendre hommage. Et ce qui est intéressant, c'est que les Jeux de Paris 2024 vont en quelque sorte concrétiser le rêve d'Alice Mia, puisque c'est la première fois cette année que la participation des athlètes femmes est équivalente en nombre à celle des athlètes hommes. Alors, il a fallu attendre 2024. Tout à fait, et je me suis amusée à compter. Aujourd'hui, pour d'autres raisons plus politiques, on parle beaucoup des 577 députés qui ont été élus. Eh bien, dans la délégation française, ce seront 571 athlètes qui sont presque paritaires, parce qu'il y a un tout petit peu plus d'hommes que de femmes, mais en effet, c'est déjà une très belle étape. Et alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière aussi avec vous sur ces années de lutte pour que les femmes puissent s'imposer dans le sport. Le 19e siècle, c'est ce que vous racontez dans votre livre, a été un premier tournant pour le sport féminin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ? En fait, moi, dans ce livre, j'essaye aussi de montrer que comme pour beaucoup d'autres pans de la société, notre prisme de lecture est passé par le masculin. L'histoire est parsemée de grands hommes, les grandes femmes beaucoup moins. C'est d'ailleurs ce qu'on nous apprend à l'école très tôt. Le sport, c'est la même chose. On a toujours cru que le sport avait été masculin. En fait, quand vous regardez, dès l'Antiquité, il existe des Jeux olympiques féminins, les Jeux Héréens, du nom de la déesse Héra. Ensuite, au Moyen-Âge, il y a aussi des grandes femmes, je parle d'Aliénor d'Aquitaine, de Catherine de Médicis, qui mettent à l'honneur le sport. Mais ce sport reste réservé pour une élite, une classe sociale très, très élitiste. Le 19e siècle, c'est la période où le sport de manière générale, et le sport féminin en particulier, se démocratise parce qu'on commence à avoir des clubs, des fédérations qui naissent au Royaume-Uni et en France. Et donc le 19e siècle, c'est extrêmement important parce que ça permet d'acculturer une grande partie de la population au sport et c'est là que naît le sport moderne tel qu'on le définit aujourd'hui. Alors il y a le sport, il y a les performances sportives, mais Camille Andrieux, vous rendez hommage aussi à une autre figure féminine, Suzanne Langlaine, championne de tennis. C'est une personnalité qui a su, on peut le dire, imposer un style vestimentaire bien à elle. Et ça aussi, c'est un tournant dans le monde du sport féminin. Tout à fait, on parle d'ailleurs encore, je trouve que son histoire est en fait très moderne et très contemporaine. On parle beaucoup du poids qui est imposé au corps des femmes, du poids qui est imposé à l'esthétique des femmes. Suzanne Langlaine, de manière évidemment bien amplifiée, au début du XXe siècle, a vécu ça. Elle a vécu ça parce que les femmes de son époque, pour jouer au tennis, portaient des chaussures rigides, portaient des pantalons, portaient des corsets pour jouer au tennis. Il faut se représenter ce que c'était. Rien de très confortable.
absolument rien de confortable. Et elle décide de casser les codes, de sortir de ces carcans-là. Comme vous le montrez à l'écran, elle décide de porter des jupes qui descendent juste sous le genou, de porter des chaussures souples, de porter un ruban dans ses cheveux. Et donc, elle casse quelque part les codes de l'époque, les codes sportifs. Elle devient d'ailleurs une égérie de la mode à l'époque aussi. Ce qui est intéressant de noter dans son parcours de vie, c'est que quelque part ça n'a pas été accepté en France. Quand elle a voulu vivre de sa passion, de son sport et de son travail, elle est partie aux États-Unis dans la Fédération américaine de tennis pour être payée, ce qui est tout à fait concevable. Et donc ça l'a répudié. La France l'a coupé des listes, ce qui montre encore une fois, pour le coup, la modernité qui est venue également des États-Unis de ce point de vue-là. Et vous dites donc, puisque derrière cet hommage que vous rendez à toutes ces sportives de haut niveau, il y a évidemment plusieurs convictions qui vous animent à titre personnel. Vous dites que le sport féminin est un flambeau de l'émancipation. Vous dites aussi que le sport est un moyen de refuser l'oppression politique et sociétale. Et vous citez l'exemple de deux Afghanes, Masoma et Zara Alizada. Est-ce que vous pouvez nous dire qui elles sont et pourquoi est-ce que leur exemple vous a à ce point interpellé ? Ça m'a beaucoup interpellée parce que, en fait, dans les parcours des grandes sportives, ce sont généralement des parcours de vie qui ont été semés d'embûches et qui ont dû faire face à des épreuves qu'on ne se représente pas du tout. Masoma et Zara Alizada, ce sont donc deux cyclistes afghanes qui ont parcouru les rues de Kaboul, qui ont été critiqués, bien plus que critiqués, je ne vous fais pas de dessin, qui ont candidaté pour l'asile politique en France, qui ont été reçus en France. Et en fait, c'est un parcours qui est absolument magnifique parce que Masoma Alizada a repris ses études en France, a repris son entraînement. Son rêve, c'était de figurer aux Jeux Olympiques, mais bien sûr, en tant que réfugiée politique, elle n'a pas pu concourir sous le drapeau afghan. Donc elle a candidaté pour faire partie de la délégation des réfugiés, ce qui était le cas à Tokyo. Et là, à Paris 2024, d'où le fait que j'essaye aussi humblement de lui rendre hommage. Elle sera le porte-parole de la délégation des réfugiés pour les Jeux de Paris 2024. Et enfin, Camille Andrieux, un dernier combat qui mérite d'être mené et que vous évoquez, c'est l'égalité salariale. Aujourd'hui encore, dans le monde du sport, les femmes sont moins rémunérées que les hommes ? Tout à fait, le monde du sport ne fait pas exception, quoique ça fait exception, mais dans le négatif. Quand on regarde en moyenne, entre un sportif professionnel masculin et une sportive professionnelle féminine, il y a un rapport de 200 dans l'égalité salariale, dans le différentiel salarial, pardon. Un exemple, et c'est le sport qui m'est cher, le basket, notre prodige actuel, Victor Wembanyama, qui a été drafté dans le championnat américain de NBA en 2023, lui, il gagne en 2 matchs ce que son équivalent féminin, Caitlin Clark, qui était draftée en 2024, gagne en 4 saisons. C'est un exemple parce que c'est notre porte-drapeau français et ses qualités sportives emportent tout. Mais c'est juste pour montrer que oui, bien sûr que l'égalité salariale est un énorme sujet et qu'il y a des choses qui sont possibles de faire. Il y a évidemment le sujet des financements publics. De la même façon que sur la partie salariale, les infrastructures publiques pour le sport féminin sont moins financées que les infrastructures publiques pour le sport masculin. Et de la même façon, les groupes privés, moi je crois beaucoup à l'impact des groupes privés dans le financement du sport féminin. Un rôle à jouer, en tout cas... Le combat doit encore être mené, il y a en tout cas des efforts à faire. Merci beaucoup à vous, Camille Andrieux. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le sport, une histoire de femme, un livre à retrouver aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et on passe à présent